Avant de vous lancer dans la fabrication d'un élixir de plantes, je vous suggère vivement d'écouter ce qui suit. Bonjour, c'est Stéphane l'alchimiste. Ces dernières années, l'alchimie des plantes, encore appelée alchimie végétale, a connu un grand regain d'intérêt. Les préoccupations écologiques et spirituelles de notre société y sont sans doute pour quelque chose. Cependant, au regard des quelques livres et formations disponibles à l'heure actuelle sur le sujet, on oublie trop souvent de préciser que l'alchimie des plantes, c'est d'abord de l'alchimie, et que par conséquent, ça ne se limite pas du tout au fait de réaliser des petites potions magiques à base de végétaux ou de minéraux dans un coin de cuisine transformé en laboratoire. Ce qui explique que, dans bien des cas, les gens confondent finalement l'alchimie végétale, qui est une voie initiatique, avec ce qu'on appelle l'aspagirie, dont les objectifs, en tout cas à une certaine époque, étaient essentiellement thérapeutiques, qu'il s'agisse de soigner le corps ou l'esprit. Et c'est parce que cette confusion entre l'initiatique et la thérapeutique est extrêmement courante que j'ai réalisé cette petite vidéo, qui répondra d'ailleurs à des questions que je reçois souvent. Alors bien sûr, cette confusion dont je vous parle ne date pas d'hier. Étant donné l'auréole de mystère qui entoure l'alchimie depuis la nuit des temps, ça n'a rien d'anormal qu'on mélange un petit peu les choses aujourd'hui. Et donc, avant de donner des détails sur ce qu'est, selon moi, vraiment l'alchimie des plantes, il faut juste rappeler que durant de nombreux siècles, l'alchimie est présente à tous les carrefours où on parle justement de sciences chimiques, de médecine et de thérapeutique. Ce qui explique que, à une certaine époque, la plupart des scientifiques, des médecins ou des apothicaires étaient également alchimistes. Et ça, c'est un premier élément de confusion. De plus, l'iconographie hermétique s'est souvent servie de l'univers très coloré des vieux laboratoires chimiques. Vous savez, avec ces innombrables cornues et bocaux remplis de substances étranges, ces alambics mystérieux et ces fours à fusion qui ont donné du coup à l'alchimie une identité foncièrement laborantine. Mais toute cette imagerie merveilleuse qui nous fait rêver ne doit pas nous faire croire pour autant qu'il s'est agi forcément et à chaque fois d'alchimie. Il est exact que les alchimistes se sont beaucoup, comme on vient de le dire, beaucoup servi des manipulations chimiques pour décrire allégoriquement des processus métaphysiques et spirituels, qu'il aurait été difficile à ces époques reculées de décrire d'une autre manière. Et en cela, les manipulations chimiques du laboratoire antique ont toujours constitué de précieux éléments de comparaison pédagogique. En revanche, il est faux de penser que le rapport alchimie plus manipulation de laboratoire fut systématiquement présent dans l'esprit des anciens. En résumé, ce n'est pas parce que les alchimistes étaient aussi chimistes, médecins ou apothicaires à une certaine époque que cela réduit forcément l'alchimie à un ensemble de recettes de laboratoire. Et comme vous allez le voir plus loin, l'alchimie traite de tout à fait autre chose. Ensuite, il est important de comprendre qu'on parle d'alchimie des plantes parce que intellectuellement, c'est pratique et que ça fait comprendre immédiatement sur quoi on va travailler. Mais dans la pensée alchimique antique, cette distinction n'avait aucun sens. Pourquoi? Parce qu'une plante, ça n'est que l'une des nombreuses matières premières, ou materia prima, c'est comme ça qu'on l'appelle, sur laquelle un alchimiste va pouvoir œuvrer, au même titre qu'un métal ou que toute autre substance organique. Et c'est d'autant plus vrai que, quelle que soit la matière sur laquelle il agit, l'alchimiste utilise toujours les mêmes principes et opérations de base. Des opérations qui, encore une fois, ont été illustrées dans l'iconographie hermétique au moyen des manipulations du laboratoire classique. Et on va en voir d'ailleurs un exemple juste après pour que vous compreniez bien de quoi il s'agit réellement. Or, de nos jours, on parle d'alchimie des plantes comme s'il s'agissait d'une discipline à part, avec ses opérations particulières et sa dialectique propre. On se la représente comme une sorte de science naturelle venue d'un autre âge, avec ses secrets, ses solutions alternatives, et puis sa petite magie aussi. De quoi nourrir finalement un imaginaire collectif qui a sans doute besoin de se réenchanter, et c'est très bien, il n'y a pas de souci, mais le problème c'est qu'à travers tout cet univers un petit peu naturaliste, on va dire, la dimension purement initiatique des opérations vertes s'évanouit, ou tout au moins passe au second plan. Ce qui fait qu'au lieu de servir une métaphysique précise qui fait du travail de la plante un support d'évolution spirituelle, c'est-à-dire donc un chemin initiatique,
eh bien l'alchimie végétale va se réduire progressivement à une sorte de pharmacopée spéciale dans laquelle on revendiquera des procédés de thérapeutique anciens, utilisés par les vieux herboristes et droguistes médiévaux, lesquels, quoi qu'on en dise, ne furent pas tous alchimistes, ni même intéressés par l'alchimie. Voilà qui nous amène au cœur de notre sujet, à savoir la différence qui sépare fondamentalement l'alchimie végétale de la spagyrie, l'une s'occupant de transmutation, de la conscience, et l'autre de thérapeutique médicale, et selon des procédés très spécifiques. Alors, pour comprendre de quelle manière s'est établie cette jonction, et à l'issue comprendre aussi la confusion qui en résulte, eh bien, il faut étudier deux éléments d'histoire majeurs. Le premier, c'est l'influence des Arabes, qui, comme on le sait, furent les précurseurs de l'art médical, parce qu'ils ont quasiment développé toutes les bases de la médecine en Occident. Durant leur conquête, à partir du 7e siècle, les Arabes vont donc récolter et diffuser la plupart des connaissances scientifiques du monde, et développer donc considérablement certaines branches d'entre elles. Et l'un des pères de la médecine était d'ailleurs arabe, puisqu'il s'appelait Avicenne. Comme à cette époque l'alchimie et l'astrologie d'ailleurs font partie des sciences traditionnelles, eh bien les Arabes ont tout naturellement incorporé ces éléments, comme tout d'ailleurs ce qui pouvait servir selon eux à l'évolution de la science. Mais qui dit incorporer dit aussi parfois un petit peu mélanger, et on constate une certaine confusion, là encore, qui va commencer à s'établir dès cette époque entre la médecine et l'alchimie. Et puis bien plus tard, vers le XVIe siècle, une autre influence majeure va entériner le problème en la personne de Paracels, l'alchimiste bien connu, et qui semble être le dernier des Mohicans, c'est-à-dire le dernier représentant de la vieille science hermétique, à une époque où tout le monde commence tout doucement à s'affranchir de la pensée religieuse et surtout à poser les bases d'une science désacralisée, ce dont se refusait précisément Paracels. Et en effet, par ses écrits, Paracels va diffuser des pratiques où se mêlent de l'alchimie, de l'astrologie, de la médecine, il a écrit sur la chirurgie notamment, de la chimie vulgaris et un peu de magie aussi. Et tout ce syncrétisme va bien entendu lui valoir beaucoup d'ennuis. En tout cas, l'influence de Paracels, elle est déterminante pour notre sujet, puisque c'est lui quand même qui a instauré le premier, le mot déjà, et puis ensuite les bases de ce qu'on appelle aujourd'hui la spagyrie, qui est, comme son nom grec l'indique, l'art de séparer et de réunir. Et ça, c'est très ambigu dans notre contexte alchimique, tout comme l'intégralité des écrits de Paracels d'ailleurs, parce que cette devise, contenue dans le mot spagyrie, eh bien, elle colle parfaitement bien à une autre devise, très alchimique celle-ci, et qui est précisément solve et coagula, qui veut dire exactement la même chose, c'est-à-dire sépare et réunit, mais cette fois en latin. Donc vous voyez à quel point les ambiguïtés des uns et des autres au cours de l'histoire, qu'il s'agisse des alchimistes arabes ou bien des sommités européennes comme Paracels, ou encore le fameux Basile Valentin, qu'on peut citer également ici, eh bien, vont concourir à créer et alimenter dans la pensée collective l'idée que l'alchimie et la thérapeutique ne font qu'une. Pourquoi? Parce que dans les deux cas, eh bien, on a utilisé la métaphore laborantine et pharmacologique pour décrire, alors en filigrane, parce que ça se faisait comme ça à l'époque, donc pour décrire en toile de fond une sapience purement métaphysique ou initiatique, c'est-à-dire une connaissance alchimique constituant un processus d'évolution spirituelle qui n'est autre que le grand œuvre alchimique. À présent qu'on a compris d'où vient l'erreur, essayons de voir ce qui distingue justement la spagyrie de l'alchimie végétale. Disons tout de suite que la spagyrie n'a rien d'un quelconque processus spirituel, même si de nos jours certains auteurs ou formateurs n'hésitent pas à mixer l'alchimie végétale avec de la thérapeutique alternative ou du développement personnel, bon, il y a quand même des nuances importantes à poser. Alors bien sûr, ce mixage n'est pas absurde en soi et sans aucun doute ces notions peuvent parfaitement bien coexister. Cependant, et encore une fois, le danger, c'est de ne plus comprendre à l'arrivée les enjeux véritables de la démarche d'alchimie végétale quand on la réduit justement à une médecine parallèle ou bien à une psychologie holistique. Alors pour faire simple, la spagyrie entend se dissocier des thérapeutiques de plantes classiques que sont par exemple les tisanes ou les alcoolatures ou encore les huiles essentielles, en cela qu'elle ne va pas utiliser l'un ou l'autre des éléments constitutifs de la plante, mais l'intégralité de la plante.
Et selon la doctrine paracelsienne, tous les éléments de la nature sont constitués de 3 principes qu'on appelle communément, c'est le cas aussi en alchimie, le soufre, le mercure et le sel. C'est une vision un petit peu différente de celle d'Aristote qui, je vous le rappelle, utilisait plutôt les 4 éléments, feu, eau, air et terre, pour décrire les manifestations de la nature. Donc une vision, on va dire, beaucoup plus subjective que dans la spagyrie où justement le soufre, le mercure et le sel vont prendre une forme relativement concrète. Donc en suivant en cela la devise spagyrique, eh bien on va dans un premier temps séparer les 3 constituants de la plante, soufre, mercure et sel. On va les purifier ou les nettoyer respectivement, et enfin on va les réunir à nouveau, ce qui donnera un élixir, donc un remède, mais pour les spagyiristes, un remède possédant des vertus thérapeutiques supérieures à la simple pharmacopée, pour la bonne raison que l'élixir contient pour eux les 3 principes élémentaires de la plante, et pas seulement l'un ou l'autre de ses constituants, comme c'est le cas avec les tisanes ou les huiles essentielles. Et qui plus est, des principes qu'on aura en plus purifiés, alors qu'on ne le fait pas avec une infusion traditionnelle, ce qui réduit, selon les spagyiristes, l'efficacité même du remède. Bien entendu, aujourd'hui, pour des raisons évidentes, la spagyrie ne s'occupe plus du tout de la dimension médicale, si ce n'est dans un contexte, on va dire, d'accompagnement énergétique légal, mais à l'époque de Paracelse, eh bien, la médecine essayait justement de se désolidariser de la magie et du mysticisme religieux. Donc on imagine bien pourquoi Paracelse, comme on l'a dit, a eu tant de mal avec les académies scientifiques de son temps. Alors comme je l'explique en détail dans une formation d'alchimie végétale que j'ai réalisée et dont vous trouverez le lien ci-dessous, les plantes sont utilisées en alchimie comme des êtres auxiliaires à part entière dans le cadre d'un processus initiatique reposant sur une analyse du thème astrologique. C'est comme ça que ça s'est toujours pratiqué dans l'hermétisme, et d'ailleurs on peut rappeler au passage que Paracelse lui-même faisait grand cas de l'astrologie et qu'il ne pratiquait aucun acte magique ou médical sans en référer aux astres. Sauf que dans le contexte purement alchimique, eh bien, on ne va pas réaliser un élixir de plante pour bénéficier seulement d'une aide thérapeutique ou énergétique. Ici, l'élixir va plutôt symboliser puis canaliser une phase de transformation de la conscience, ce que les orientaux appellent tout simplement un chakra, qui s'inscrit, comme on l'a vu plus haut, dans le cadre d'un processus spirituel graduel. Et cela est rendu possible par le rapport analogique qui unit les 3 constituants de la plante, qui sont, rappelons-le, le soufre, le mercure et le sel, avec les 3 éléments constitutifs de la nature humaine cette fois, et qui sont précisément le corps, l'âme et l'esprit. C'est donc ce rapport métaphysique de séparation, de purification et d'assemblage des éléments de la plante dans un nouvel être végétal qui va permettre justement qu'un travail identique se produise conjointement sur nous. Par ailleurs, le rapport analogique qu'on vient de voir concerne également les ustensiles du laboratoire alchimique, ainsi que les opérations qui s'y déroulent. Et vous comprendrez à partir de là pourquoi il a été si commode d'utiliser le matériel de laboratoire pour décrire les expériences mystiques de l'alchimiste dans sa quête spirituelle. Alors l'exemple le plus manifeste, c'est le fameux distillateur qui est composé, comme on le sait, de 3 parties. 1, 2 et 3. La partie basse va recevoir la matière la plus dense, dans l'état où la nature l'a fournie, c'est-à-dire un état d'imperfection sur laquelle on veut agir précisément. Donc symboliquement, c'est une situation d'opacité et d'ignorance de la conscience, et par extension, c'est là où le composé physico-chimique le plus lourd se situe. Donc on va chauffer tout ça, et les éléments les plus subtils et aériens, comme l'alcool et les huiles essentielles, vont monter dans le col du ballon. À cette étape, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, l'âme et l'esprit de l'alchimiste vont ascensionner eux aussi vers le col du ballon, ou de la cucurbite, exactement comme le feront les parties les plus subtiles de la matière, qui s'achemineront progressivement vers la 3e partie, ici, débarrassée donc des lourdeurs du corps pour faciliter le chemin spirituel. Et comme à cet endroit du col, on a pris de l'altitude, et donc on n'est plus sous l'emprise de la lourdeur physique, puisqu'on a laissé le corps en bas, le corps qui est donc, vous l'avez compris, le sel alchimique, eh bien on voit mieux la réalité. Et surtout, on est au contact des énergies spirituelles, c'est ce qu'on appelle le ciel des philosophes. Donc cette première séparation que permet le distillateur va dissocier les éléments légers et subtils de la matière lourde restée au fond,
ce qui permettra de les purifier ensuite séparément pour les rassembler de nouveau, ce qui donnera naissance à un nouvel être, mais cette fois débarrassé de ses impuretés. Comme vous le constatez, le spatgyriste fait sensiblement la même chose dans son labo, mais cette fois pour un but différent, où il ne s'implique pas forcément et où il va chercher plutôt à réaliser un médicament, on va dire le plus pur et le plus puissant possible. Donc vous l'aurez compris, en alchimie, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. C'est-à-dire que les choses qui se produisent dans l'alambic se produisent également dans le bonhomme. Et ça au travers d'une métaphysique extrêmement précise qui garantit donc le succès du travail spirituel et lui donne surtout une forme très concrète. Ce qui est un petit peu l'originalité, je crois, de l'alchimie qui, par le biais des opérations de laboratoire, permet visuellement de constater et de vérifier le bon déroulement des choses. Ainsi, toutes les opérations du laboratoire ont un sens précis qui impacte sur les événements de la vie spirituelle de l'alchimiste. Alors, je ne peux pas dans un temps aussi court tout énumérer ici, mais pour ceux que ça intéresse, eh bien, vous retrouverez l'intégralité de ces notions et de ces enseignements dans le cours d'alchimie végétale dont je vous ai parlé. Quoi qu'il en soit, j'espère vous avoir démontré que, loin d'être une simple pharmacopée antique, l'alchimie végétale est en réalité un véritable outil de transformation spirituelle qui peut bien sûr, comme on l'a dit, apporter du réconfort en matière de santé et d'équilibre émotionnel, mais ce n'est pas sa fonction à l'origine, sa fonction principale, et ce n'est pas ce que j'enseigne en tout cas, même si en effet, comme vous l'avez vu, les manipulations de laboratoire et la dialectique constitutive de la nature qui les encadre sont conjoints dans les deux disciplines. Simplement, elles n'ont pas le même objectif. Par ailleurs, et pour finir, il est clair que la pratique de la spagyrie est beaucoup plus complexe quand même et requiert beaucoup plus de moyens que l'alchimie végétale, ce que j'explique dans mon cours également, où justement les opérations de laboratoire peuvent être vraiment réduites à l'essentiel, avec très peu de matériel, sans que cela impacte du tout l'efficacité des opérations spirituelles envisagées. Je vous remercie donc pour votre attention. Faites-moi part ci-dessous de vos réactions bienveillantes et n'oubliez pas de vous inscrire également à ma liste de contacts privés pour ne rater aucune information sur l'école des alchimistes. Dans tous les cas, si cette vidéo vous a apporté des notions intéressantes, eh bien vous pouvez la liker, ce qui me fera très plaisir et me donnera aussi du courage pour continuer à diffuser des infos. Et bien sûr, abonnez-vous également à la chaîne pour être tenu, encore une fois, à coup sûr, au courant de mes prochaines publications. Je vous dis à la prochaine fois. Merci encore pour votre attention.